OK. Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de la SFBT qui est co-organisé par le labo de maths du Havre. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Israël Tankam, j'espère que je prononce bien, qui donc le titre de son exposé est Multi-Seasonal Modeling and Optimal Management of a Banana Soil-Borne Pest. Et avant de passer la parole à Israël, je vais d'abord passer la parole à Jean-Pierre Françoise qui a un mot à nous dire. Bien, merci beaucoup, Benjamin, pour organiser cette conférence de Israël dans le cadre de la chaîne YouTube SFBT et en collaboration avec l'Université du Havre. Je suis très heureux d'introduire la conférence de Israël puisqu'il est le récipiendaire du premier prix Ovid Arino 2021, qui est un prix remis en commun par l'ESMTB, European Society for Mathematical and Theoretical Biology, et la SFBT, qui est la Société francophone de biologie théorique. Israël a reçu ce prix à la suite de sa thèse qui a été faite sous la direction de Suzanne Touzeau, de l'équipe INRA et CNRS Sorbonne Université, qui est Sophia Antipolis, et plus précisément aussi dans un projet qui s'appelle EPITAG et qui est en collaboration entre l'INRA et entre Biocorp plutôt et des universités de Douala, Chiang et Yaoundé 1. Donc, encore une fois, c'est un très grand plaisir. Israël, je te donne la parole. Merci Jean-Pierre, le plaisir est partagé. Ça fait plaisir de revoir pas mal de monde aussi, même si ça met un peu la pression, surtout si filmé, mais bon, ça va. Les travaux que je vais présenter aujourd'hui, Jean-Pierre l'a dit, ce sont ceux qui ont été primés par le prix Ovid Arino. Commence à dater un tout petit peu, ça va être un petit peu long. Et Benjamin, que je tiens à remercier aussi, qui a fait en sorte que tout se passe bien, a bien introduit le titre de mon exposé en anglais. En français, du coup, ça donne modélisation multisaisonnière et gestion optimale d'un ravageur tellurique de bananiers. Ce sont des travaux qui ont été menés avec Suzanne Touzeau, Frédéric Grognard, les deux qui me font le plaisir d'être là, Jean-Jules Théoua et Ludovic Mayeret aussi, de l'INRA, dans le cadre, comme vous l'avez dit, du projet EPITAC. Alors, je rentre dans le vif du sujet, parce que ça va déjà être assez long comme ça. La banane, c'est une des cultures vivrières majeures au Cameroun. Les travaux, c'était surtout pour le Cameroun. Et en plus d'être le fruit le plus populaire au monde, la plante est ravagée par un nématode, un petit ver qui se nourrit de ses racines. Et les dommages vont de micro-lésions dans les racines jusqu'à la chute de la plante. Et en général, ce ravageur se contrôle avec des pesticides, mais des nématicides, dans le cas précis, qui sont de plus en plus prohibés, en l'occurrence en France, en Europe, un peu moins au Cameroun. Et de façon alternative, on les combat par le déploiement de plantes résistantes, du contrôle biologique ou bien des pratiques agricoles, comme le déploiement de jachères, qui va me concerner dans la deuxième partie de cet exposé. En parlant du nématode en lui-même, c'est un parasite obligatoire qui tout petit, vraiment tout petit, limite microscopique, qui a un cycle de vie de 20 à 25 jours, qui se nourrit des plantes des racines de bananiers dans lesquelles ils pénètrent depuis le sol et se reproduisent de façon sexuée ou bien par hermaphrodisme. Le mode de reproduction n'est plus pertinent parce que de toute façon, les femelles vont se reproduire. En ce qui concerne la banane, ce n'est pas un arbre comme on le pense souvent, c'est une plante, une très très grande plante. Alors qui se reproduit par des rejets latéraux. Donc, à un moment donné, dans sa période, dans sa croissance, les racines émettent des rejets latéraux qui créent de nouveaux plants de bananes. Et la croissance de la racine, du bananier en général, y compris ses racines, elle se fait pendant toute une période qui va jusqu'à la floraison. À partir de la floraison, il n'y a plus de croissance des racines et puis tout ce qui est absorbé comme nutriments
est surtout employé pour la croissance des fruits, un peu logique. Et à la fin de la saison, en général, il y a deux moyens de reproduction. Soit on laisse la reproduction, comme l'a dit tout à l'heure, par des rejets latéraux de bananier, soit on arrache carrément la plante après la récolte et puis on plante un nouveau rejet qui est totalement sain, donc qui est libre de nématodes. Et c'est comment le lien entre les nématodes et les plantes bananiers, c'est qu'en fait, puisque les racines sont responsables de l'absorption des nutriments et d'eau, et que les nématodes se nourrissent des racines, alors elles réduisent la biomasse puisqu'elle est responsable de cette absorption, donc réduit l'absorption de nutriments, donc conduit à un régime de banane plus petit. Voilà. En plus, les racines sont responsables de l'ancrage dans le sol de la plante, donc une surconsommation des nématodes peut conduire à la chute de la plante. C'est à peu près tout pour la biologie. Donc, on va entrer dans la modélisation et l'analyse. En gros, on va considérer qu'au début de notre culture de banane, au début de la toute première saison de culture, on a un rejet tout à fait sain, donc ce qui est caractérisé par un X0+, c'est la quantité de nématodes qui infestent les racines des plantes. On a un rejet tout à fait sain d'une biomasse initiale S0 qui est planté dans un environnement qui est déjà infesté de nématodes, soit avec une quantité initiale P0. Et ensuite, lorsqu'on plante ce rejet, il croît. Il croît, comme toute plante, c'est logique, pendant un certain moment, c'est-à-dire jusqu'à la floraison de la plante, avec une croissance qui est logistique, avec une capacité de charge K, qui est la biomasse maximale que les racines pourraient atteindre. Et puis, à partir de la floraison, cette croissance-là, qui est modélisée par un rho de T, devient tout à fait nulle. Et puis, les parasites libres dans le sol, P, entrent en contact avec cette plante-là, S, et rentrent dans la racine pour devenir des parasites infestants dans la racine. Ces parasites se nourrissent de la racine de la plante avec une réponse fonctionnelle qui est de Rowling type 2 pour se reproduire un coup à l'intérieur des racines avec un taux gamma et un coup à l'extérieur des racines avec un taux 1- gamma, qui conduit. Et ensuite, évidemment, les parasites, qu'ils soient libres ou dans la racine, ont chacun leur taux de mortalité, oméga pour l'un et mu pour l'autre, ce qui conduit à ce petit système-là pendant la saison de culture de bananes. Ensuite, la saison de culture elle s'arrête et puis il y a une récolte. Il y a une récolte des fruits de banane. D'une part, sur notre gauche, on suppose que la croissance qui va être adoptée, c'est un mécanisme de croissance naturelle de la plante, c'est-à-dire on va supprimer, la plante a fait beaucoup de rejets, on va en supprimer plusieurs et ne garder qu'un seul rejet pour conserver la densité de plantes par hectare. Et on va considérer qu'une proportion de racines de la plante qui était présente, Q, va former la nouvelle proportion de racines pour le rejet, qui devient à son tour la plante mère, on va dire ça comme ça, et qu'il y a une distribution homogène des nématodes dans ces racines-là, de sorte que la nouvelle quantité de nématodes infestant la racine soit également Q. Tout le reste devient des ravageurs libres dans le sol. De l'autre côté, sur notre droite, on va se dire que la reproduction de la banane serait plutôt une reproduction où on arrache le plant pour ensuite, après une éventuelle période de jachère, planter une nouvelle plante qui est saine. Donc, à ce moment-là, au moment de la récolte, la densité de plant sain, puisqu'on a arraché la plante, va à 0. La densité de nématodes infestants, puisqu'il n'y a plus de plante à infester, elle est également à 0. Et puis, une petite proportion de nématodes infestants. Ceux qui étaient dans la plante se retrouvent dans le sol. Peut-être en arrachant, il se trouvait que des bouts de racines, surtout dans le sol et qui portent des nématodes. Tout ça, on ne peut pas faire ce travail à la perfection. Donc, on a une quantité de nématodes dans le sol qui est la quantité de nématodes dans le sol déjà héritée de toute la saison qui s'est écoulée, plus une quantité de nématodes qui était infestants. Alors, pour contrôler après cette fin de saison, d'un côté, on applique des nématicides. Lorsqu'un
lorsqu'on se retrouve en croissance naturelle de la banane, on applique des nématicides et on se dit que les nématodes ont un taux de survie à ces nématicides qui est de lambda. Donc, on applique beaucoup de pesticides là, et puis une proportion lambda de ravageurs survit à l'application de pesticides. Et de l'autre côté, la gestion est essentiellement faite par le déploiement d'une jachère après avoir arraché le plant de banane. Donc, pendant cette jachère, il n'y a pas de plant de banane, bien sûr, il n'y a pas de nématodes infestants. Par contre, les nématodes dans le sol qui était resté subissent essentiellement une décroissance qui est exponentielle sur toute la durée de jachère d'eau. Pour cette première modélisation, on va considérer que la période de jachère d'eau est toujours la même entre deux saisons de culture, ça ne bouge pas. Alors, cette période de jachère va conduire à la loi de transition entre la fin d'une saison et le début de la saison précédente, qui est donnée par celle-ci, qui est essentiellement une équation de décroissance exponentielle, bien sûr. Alors, comment on analyse ce modèle? La première chose, on trouve bien sûr l'existence, l'unicité, la bornitude des solutions, et puis on va s'intéresser à un type de solution qui nous intéresse particulièrement, c'est des solutions sans nématodes. D'un côté, c'était un peu plus facile à trouver que de l'autre, parce que du premier à gauche, le système induit d'abord un système discret autour de l'équilibre duquel une solution sans nématode pour tout le système semi-discret que l'on avait va être calculée. Et à droite, le calcul est assez direct. Alors, ce qu'on sait de ces équilibres sans nématode pour un modèle comme pour l'autre, excusez-moi, je vais présenter les deux modèles parallèlement, sinon ça prend beaucoup de temps. Ce qu'on sait pour les deux modèles, c'est que lorsqu'en fin de compte, ce qui est converti de biomasse absorbée et ce qui est converti pour la reproduction est inférieur au taux de mortalité des nématodes, le plus petit des deux taux de mortalité, l'équilibre sans nématodes est globalement asymptotiquement stable, mais cette condition elle est un peu trop large et somme toute à peu près logique. Ouais. On va essayer de chercher une condition un peu plus fine. Pour trouver cette condition, on linéarise le système autour de l'équilibre sans nématode, des équilibres sans nématode qu'on avait trouvé, et puis on obtient un système linéaire qui malheureusement dépend du temps. Donc, pour résoudre ce système avec des exponentielles de matrices, il faudrait que le système commute, ce qu'on n'a pas, parce que le terme ρ de t ramène une perte de commutativité dans le premier sous-système. J'appelle premier sous-système tout ce qui se passe entre le début d'une période de culture jusqu'à la floraison. Le second sous-système, c'est ce qui se passe entre la floraison et la fin de la saison de culture. Alors, ce qu'on va faire pour contourner ce problème de commutativité, c'est qu'on va réduire le système, qui est un système en dimension 3, on va le réduire à la dimension 2 dans le premier sous-système juste. C'est là où c'est ce sous-système seul qui se prête à la réduction, en supposant que le taux d'infestation est grand. Le taux d'infestation bêta des nématodes libres dans le sol, c'est le taux auquel ils infestent la plante. Ça s'appelle dans la terminologie usuelle infestation primaire. Je suppose que cette infestation primaire est grande. Les infestations secondaires sont les infestations dues aux nématodes qui, dans la racine, déjà produisent de nouveaux nématodes. Alors, on va considérer une nouvelle variable qui somme la quantité totale de nématodes, qu'elle soit dans le sol ou dans la racine. Et cela nous permet de réduire le premier sous-système à une équation à un modèle de Rosenzweig-MacArthur sur le premier sous-système. Bien sûr, c'est le théorème de Tikhonov qui nous permet d'avoir cette approximation. Et dès lors, notre système se résume donc à premier sous-système, approximation en dimension 2 qui est un Rosenzweig-MacArthur, et deuxième sous-système, notre même système en dimension 3 avec la quantité ρ qui a disparu. Évidemment, elle disparaît parce que ρt est égal à 0 sur ce second sous-système. Et les conditions initiales du second sous-système, elles sont données par, puisque l'infestation primaire est supposée grande, c'est que la quantité de nématodes libres dans le sol est valide vers 0. Donc, c'est cette quantité-là, 0, qui initialise dans le second sous-système. La quantité de nématodes infestants dans le second sous-système, c'est la somme des deux autres, puisque de toute façon, Pi est 0. Et la biomasse racinaire saine reste la même. Donc, on a ce nouveau système qui nous intéresse. On met à l'épreuve notre approximation avec des simulations numériques. On voit qu'à mesure que bêta devient grand, le
le système approximé se rapproche de plus en plus du système initial. Le système approximé est représenté par des traits interrompus et le système initial par des lignes continues. À bêta égale 1, on a une équivalence quasiment parfaite. C'est-à-dire à bêta égale le 0,1, c'est déjà très bon. L'écart est très négligeable. Par la suite, on va retenir bêta égale 0,1. Alors, grâce à cette réduction, on se permet de résoudre le premier sous-système, non pas par exponentielle de matrice, parce que de toute façon, lorsqu'on linéarise, il y a l'une des variables qui ne dépend plus de l'autre. Donc, ça se résout analytiquement de façon assez évidente. Et puis, on se sert de sa solution pour trouver la solution de l'autre, S. Et donc, cette solution-ci nous permet de transporter les solutions initiales jusqu'à l'instant D, là où la floraison et donc la croissance des racines s'arrête. Et les solutions que l'on obtient, les valeurs des solutions que l'on obtient en D, on les passe au second sous-système qui, lui, peut se prêter à l'exponentiation matricielle. Donc, avec cette exponentielle matrice, on est capable de transporter cette solution également de l'instant D jusqu'à l'instant grand D. Avec l'exponentielle matrice donne une matrice pi, dont les entrées sont données plus bas, avec lambda 1, lambda 2, qui sont les valeurs propres de la matrice. Alors, ça nous permet d'obtenir des lois discrètes, de transformer cela en fin de compte en un système discret, puisqu'on s'est débarrassé de ce qui était continu, qui permet d'avoir la solution à un instant Tn+, étant donné la solution à l'instant T0. On les a là, juste pour les ravageurs. On a la même chose également pour les racines, mais ce n'est pas le plus important ici. Et cela nous permet d'obtenir le nombre de reproductions effectifs. Le taux de reproduction de base, c'est pareil, hein, dans ce cas-ci, pour le ravageur, pour l'un des systèmes. À gauche, en cas de contrôle par des nématicides, à droite, en cas de contrôle par la jachère, qui dépendent donc, à gauche, de la quantité du taux de survie des nématodes à l'application des nématicides, qui nous permet donc d'obtenir le taux de survie critique pour lequel les nématodes persistent ou bien disparaissent. Et à droite, ce taux de reproduction de base dépend, de façon négative bien sûr, de la durée de la jachère taux, ce qui nous permet également de retrouver une durée de jachère critique qui conduit soit à la persistance, soit à l'extinction des ravageurs. Alors, avec des données dans la littérature, pour certaines données, il a fallu faire un peu de gymnastique, considérer que la planète est tout à fait uniforme et que mélanger les données du Cameroun et les données de Colombie, ce n'était pas trop grave. Avec ces valeurs de paramètres, on a simulé les différents scénarios de persistance ou bien de disparition des ravageurs pour des valeurs de R0 un peu autour de 1, selon qu'on soit très, très loin de 1 ou bien très proche de 1. Et pour la dernière simulation D, c'est la valeur maximale du taux de reproduction de base des nématodes, c'est-à-dire celle pour laquelle le taux de survie au nématicide est égal à 1, c'est-à-dire tout le monde survit au nématicide. Ça veut dire pas de nématicide du tout. Donc, les populations de ravageurs, bien sûr, ont oscillé, c'est observé aussi de façon empirique, avec un maximum qui va un peu au-dessus de 11 000 ravageurs. Et de l'autre côté, en contrôlant par des déploiements de jachères, on a la même chose. Et le R maximal, cette fois-ci, est beaucoup plus petit que lorsqu'on utilise des nématicides, il est de 6,18, ce qui se matérialise par des nématodes qui atteignent des populations un peu moins élevées, qui sont de l'ordre d'un peu plus de 9 000, ou plutôt un peu moins de 10 000. Alors, cet article, ce travail, c'est le premier qui a été, le premier des deux travaux qui ont été soumis pour le prix Ovidarino, et il a été publié dans Mathematical Biosciences en 2020. Le titre Modeling and Control of a Banana Soilborne Pest in a Multi-Seasonal Framework. En gros, on a compris un peu comment se passe la dynamique de ces ravageurs en interaction avec les racines de bananiers. Et puis, si on comprend, c'est parce qu'on veut contrôler, parce qu'on veut avoir de meilleurs rendements. Donc, après avoir compris, on va se proposer d'optimiser. Et puisque de toute façon, les pesticides, ce n'est pas très écologique,
on va les mettre de côté et on va contrôler essentiellement avec des déploiements de jachère. Il va falloir trouver des déploiements de jachère qui sont optimaux. Alors, on a vu dans... je ne sais pas si vous m'entendez parce que là, on parle de connexion stable, je pense. Ouais. OK, super. On a vu la première partie que ils ont augmenté les durées des périodes de jachère, puisque moins il y avait de nématodes ravageurs. Ça tenait de l'exponentielle, la loi de transition qu'on avait là, qui était exponentielle négative de la durée des jachères. Et par contre, si ces durées des jachères sont trop longues, sur un horizon de temps, on peut se retrouver à avoir moins de saisons de culture. On va s'expliquer. Moins de saisons de culture qui voudrait dire un rendement moindre par rapport à si l'on avait un peu plus de saisons de culture. Par exemple, si j'ai 4 saisons de culture, je récolte 4 fois. Si j'en ai que 2, je récolte que 2 fois. Il est possible qu'on ait un rendement qui est moindre, qui soit moindre et on va le voir tout de suite. Notre but est donc de trouver la meilleure distribution des jachères entre les différentes périodes de culture. À ce moment-ci, les durées des jachères n'est plus la même entre les différentes périodes. On veut optimiser donc ces durées de période de jachère pour avoir le meilleur rendement possible. Qu'est-ce qu'on fait? Pour ce faire, on va d'abord lier le rendement à la densité de biomasse racinaire, puisque c'est la biomasse racinaire qui absorbe les nutriments. Et c'est avec ces nutriments qu'on a de plus ou moins gros fruits. Donc, le rendement est lié à la biomasse racinaire par une intégration simple sur la période où il y a du fruit, c'est-à-dire entre petit d et grand d. Parce que c'est en petit d que le fruit apparaît. Ça, c'est pour une saison donnée. Ensuite, pour toutes les saisons, on va juste sommer les rendements de chaque saison. Et puis, on va retrancher. Moi, je ne vois pas le fond, peut-être vous. Et puis, on va retrancher, voilà. On va retrancher le coût d'un rejet sain. Parce que dans cette stratégie-ci, à chaque saison, on arrache la plante, on ramène un rejet qui est sain et pour le début de la saison qui suit, ainsi de suite. Donc, ce rejet qui est sain, lui, il a un coût. Il n'est pas gratuit. Parce qu'on l'achète, ce n'est pas naturel. Donc, pour avoir le profit en termes, ça c'est le profit pécunier, c'est vraiment ce que ça rapporte en termes d'argent, le rendement, les plantes bananiers. On va retrancher donc au rendement que l'on avait le coût de chaque rejet sain qu'on aura eu à planter sur toute l'horizon de temps, la Tmax. Or, la contrainte serait que toutes les jachères écoulées, toutes les jachères qui sont écoulées, plus toutes les saisons de culture qui sont écoulées, ont une durée qui, au final, sont inférieures ou égales à l'horizon temporel, ce qui est à peu près logique. Alors, on va voir à peu près comment tout cela se passe. Si il n'y a pas de jachère, c'est-à-dire taux est égal à 0, ici, donc à chaque fois que l'on arrache la plante, on replante directement le vétroplan qui est sain. Par exemple, sur cet horizon temporel Tmax, on se rend compte qu'on peut déployer jusqu'à 5 saisons de culture. Il n'y a pas assez de temps entre la fin de la dernière saison et Tmax pour caser une 6e saison de culture. Si taux est supérieur à 0, c'est-à-dire, là, je suis dans un cas où je contrôle par une durée de jachère constante de taux. Hein. Si taux est supérieur à 0 à son tour, là, vous voyez, l'espace qui aurait été alloué pour les saisons de culture est occupé. Les durées sont occupées un peu par des jachères pour que le sol devienne un peu plus sain. Mais ça réduit le nombre de saisons de culture. Là, dans cette configuration, si au lieu d'en avoir 5, comme la dernière fois, on n'en a plus que 3. Il n'y a pas assez de place pour caser une 4e saison de culture. Avec un taux qui est supérieur à 0, mais un peu plus petit, on réussit à caser une 4e saison de culture sur le même temps Tmax. Et la dernière récolte de bananes se trouve exactement en Tmax. On montre, c'est là qu'on a en solution là, on montre que lorsque l'infestation initiale n'est pas trop abondante, c'est vraiment des quantités qui sont difficiles à obtenir dans la réalité. Là. Lorsque ces quantités initiales ne sont pas trop abondantes, les solutions sont exactement celles pour lesquelles la dernière récolte se fait en Tmax.
c'est un résultat qui est important parce qu'il va nous permettre, au lieu de regarder le maximum de la fonction de rendement en fonction de la durée des jachères, d'aller juste regarder les points pour lesquels, les durées des jachères pour lesquelles la dernière récolte se fait exactement en Tmax. Que l'on ait 1, 2, 3, 4, 5, 500 000 saisons de culture, il faudrait que ça s'arrête en Tmax parce qu'on cherche parmi celles qui s'arrêtent en Tmax parce que là est l'optimum. Alors, avec quelques valeurs de paramètres, ce sont des valeurs de paramètres qui se rajoutent à celles que l'on avait déjà, c'est-à-dire le poids dans l'intégration pour laquelle on obtient le rendement en fonction de la densité des racines saines, le coût d'un rejet de banane, ça c'est en francs CFA, c'est la monnaie du Cameroun, ça se convertit en euros avec une parité fixe. Et l'horizon, on va prendre un horizon de 4000 jours, ça va faire 12 années par là. Avec ces valeurs de paramètres, on obtient cette courbe du rendement, du profit R de taux, en fonction de la durée des jachères, qui est la même entre chaque saison de culture. On se rend compte que les optimaux se trouvent effectivement sur les points dont on avait parlé, qui sont ceux pour lesquels on obtient, c'est marqué, c'est précisé en haut, soit 11, soit 10, soit 9, soit 8, etc., saison de culture. Donc, sur l'horizon Tmax, il serait optimal de déployer de déployer des jachères de 37 jours entre chaque saison de culture, lorsque les durées des jachères sont fixes. Ce qui nous permet de sacrifier une saison de culture, parce qu'on en aurait eu 11 si on avait des jachères de juste 4 jours, ou bien on en aurait eu 12 si on avait des jachères de 0 jours, ce n'est pas précisé ici en haut, mais c'est le cas. Donc, ce qui nous permet de sacrifier des saisons de culture pour avoir moins d'infestations et au final, on a un meilleur rendement, malgré que l'on a sacrifié des saisons de culture. Mais à partir de 10 saisons de culture, si on en sacrifie plus, c'est-à-dire on passe à 78 jours de jachère, 194, etc., ce que l'on gagne en sanitisation du sol, je suis conscient de faire un anglicisme, ce que l'on gagne en sanitisation du sol, on le perd en nombre de saisons de culture. Donc, on le perd en rendement également. Donc, il y a cette balance optimale qu'il faut trouver entre les deux. Donc, ce rendement que l'on obtient en déployant des jachères de 37 jours, il est 54% de fois mieux que le rendement que l'on aurait eu si on n'avait pas de jachère du tout. 54%, c'est énorme. Pour la suite, on se dit qu'on pourrait avoir des durées différentes de jachère entre ces zones de culture. Soit taux 1, taux 2, taux 3, ainsi de suite. Et le même constat, en se référant à ce qu'on a eu précédemment, on voudrait cette fois-ci, on va forcer la dernière récolte à se faire exactement en Tmax, quitte à rajouter des durées de jachère par-ci, par-là pour équilibrer, de sorte que la dernière récolte se fasse exactement en Tmax. À ce moment-là, puisqu'on aura Tmax qui sera exactement égal à la somme des durées de jachère plus la somme des saisons de culture, on va essayer d'optimiser le rendement taux avec taux maintenant qui est une suite de plusieurs valeurs de taux 1 taux jusqu'à taux n. Et les taux 1, taux 2 jusqu'à taux n sont maintenant répartis sur un simplex. Sur le simplex pour lequel cette somme-là est exactement égale à ce qu'on a à droite. Donc, pour résoudre ce problème d'optimisation des R de taux, on va utiliser un algorithme d'optimisation globale qui est la recherche adaptative aléatoire que l'on a, qui existait sur des pavés, sur la droite réelle au-dessus des pavés de R et que l'on a réécrit pour les simplex. Donc, on déploie cet algorithme. On obtient cette solution-ci pour l'optimum d'R. Il est question ici de, premièrement, déployer une très longue jachère de 196 jours par là. Ensuite, déployer une longue jachère d'un peu plus de 80 jours. Et puis, commencer à réduire un peu, à peu près ce que l'on déploie comme jachère. Il y a des moments où carrément on n'aura pas besoin de déployer des jachères. Ça donne un rendement qui est déjà... Ça coince un peu là. Ça donne un rendement qui est beaucoup, un petit peu mieux que le rendement lorsque les durées jachères sont constantes, c'est selon. Alors, 2400 francs CFA, 2600 francs CFA, c'est quelque chose pour CFA.
Et également, dans cette même stratégie, on se permet de perdre, de sacrifier une saison de culture pour avoir un meilleur rendement. Alors, ouais, c'est 5% mieux que l'autre. On pourrait se dire que cette solution est trop irrégulière. Donc, si on veut établir un calendrier de culture, tu veux dire que voilà, la première année, tu vas mettre 196 jours de jachère, ensuite tu vas mettre 80, ainsi de suite. C'est irrégulier. Je préférerais avoir des choses qui sont un peu plus lisses, plus régulières. Donc, on va essayer de régulariser cette solution. La première méthode de régularisation, c'est de se dire on va borner. On n'aimerait pas déployer jusqu'à 196 jours de jachère. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Est-ce qu'on chôme? Non, on ne veut pas chômer. Donc, on va se dire on va borner la durée de jachère à 60 jours. Ça nous donne de nouvelles conditions sur le simplex sur lequel on optimise. Et la solution obtenue cette fois-ci est représentée par le graphique que l'on a là à gauche, où les solutions sont un peu plus régulières et toutes plus petites que 60. Donc, c'est du 60, 60, 60, 40, 42 par là, 59, ainsi de suite, qui est déjà un peu plus régulier et toujours mieux que la solution à jachère constante. De l'autre côté, on peut se dire qu'on va pénaliser les durées de jachère qui s'éloignent un peu du centre. Le centre ici, c'est la durée de jachère constante. Et ici, c'est 37. En les pénalisant par une fonction de pénalité qui est là. Donc, au rendement, on va retirer la distance au centre pour que l'optimisation sur rendement tende à ramener la solution un peu plus vers le centre. On a quelque chose qui suit on a une distribution des jachères qui suit une décroissante bien régulière là et qui ramène toujours un rendement meilleur que les déploiements de jachères constantes. Un petit peu moins bon que lorsqu'on borne la solution, mais pas tellement pourri par rapport à lorsqu'on ne régularise pas du tout les stratégies. Alors, ce travail aussi, il est publié en début d'année passée sur le titre Optimal and Sustainable Management of Soil-Borne Banana Pest. Et c'était le deuxième travail qui a été soumis pour la candidature au prix Ovidarino. Et on va aller plus loin. Ça, c'était pas dans Ovidarino, mais on peut se dire qu'on va mélanger les deux moyens de reproduction. Un coup, on laisse pousser de la banane de façon naturelle. Un coup, on ramène du rejet sain. Et le but ici est de déterminer quand est-ce qu'on arrache la plante et qu'on met une plante saine, quand on la laisse pousser naturellement. Donc, en simulant, je nous épargne les équations, parce que ça devient beaucoup plus gros. En simulant, on obtient, lorsque le coût du rejet sain n'est pas trop élevé, on obtient exactement la même solution optimale que lorsque l'on arrachait à chaque fois. Donc, il te dit, si ce n'est pas trop cher le rejet de bananier, vas-y, à chaque fois, arrache et replante. Ben, si le rejet de bananier devient 10 fois plus cher, tu dis, laisse-le pousser naturellement dans cette solution-ci, laisse-le pousser naturellement 3 fois et ensuite arrache. Mais une très longue jachère de 699 jours, c'est pratiquement 2 ans. Et revient recommencer, le sol sera assaini, laisse encore pousser tout seul, ainsi de suite. Alors, on a un visuel là de la solution optimale. Voilà, c'est terminé. On n'a pas été trop long, fort heureusement. Donc, en gros, on a proposé un modèle de déploiement d'interaction de bananier avec son ravageur tellurique. On s'est rendu compte dans le travail de modélisation et de dynamique que le déploiement des jachères était efficace pour réduire l'infestation des sols et donc éventuellement améliorer les rendements. Les rendements, on en a parlé que plus tard lorsqu'il fallait optimiser ce déploiement de jachères. Et ensuite, ce que l'on a fait, on a proposé une stratégie mixte d'optimisation, c'est-à-dire de temps à autre, on peut laisser la banane pousser naturellement, de temps à autre, on va la reproduire avec des rejets sains. Voilà. Ça, c'était tous nos partenaires pendant ce travail de recherche. On remercie. Il y a beaucoup de représentants ici aujourd'hui. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention.